Le crayon d'Amélie dansait sur le carnet de croquis posé sur ses genoux, ses doigts effleurant le grain épais du papier. Autour d'elle, le salon familial semblait retenir son souffle, une habitude depuis quelques semaines. Le silence n'était rompu que par le cliquetis agressif de la vaisselle dans l'évier de la cuisine, où sa mère, Claudine, s'activait avec une énergie rageuse. Son père, lui, restait retranché derrière son journal, un mur de papier aussi infranchissable que son mutisme habituel. Bastien, son frère aîné, traînait son ennui entre le canapé et la fenêtre, son téléphone à la main, jetant des regards furtifs vers la cuisine, puis vers elle. Amélie tenta d'ignorer la tension palpable. Elle se replongea dans son projet, imaginer un petit jardin communautaire pour le quartier, un espace vert accessible qui pourrait tisser du lien social. C'était plus qu'un simple devoir pour son cours de design social, c'était une lueur d'espoir, une façon de croire qu'elle pouvait contribuer à quelque chose de beau, de positif. Elle leva les yeux, une idée brillante venant de germer. « Maman, j'ai pensé à quelque chose pour le projet dont je t'ai parlé. On pourrait intégrer des ateliers intergénérationnels, tu vois, pour que les plus âgés apprennent aux plus jeunes. » La réponse fusa, tranchante comme un éclat de verre. « Des ateliers ? Mais tu rêves, ma pauvre fille. Redescends sur terre un peu. Penser à des choses utiles, voilà ce que tu devrais faire. » Claudine sortit de la cuisine, les mains sur les hanches, son visage durci par une fatigue qui semblait plus profonde que le simple manque de sommeil. Une enveloppe à moitié déchirée dépassait de la poche de son tablier. Amélie sentit son enthousiasme se ratatiner. « Mais, c'est utile. C'est pour créer du lien, maman. » « Du lien ?» Le rire de Claudine fut bref et sans joie. « Le seul lien qui compte, c'est celui qui te permet de payer tes factures à la fin du mois. Et tes études de rêveuse, là, elles ne mèneront à rien de tout ça. C'est terminé, Amélie. » Le monde d'Amélie bascula. « Terminé ? Mais, comment ça, terminé ? J'ai été acceptée, j'ai mes bourses. Annulées. » Le mot tomba, lourd, définitif. « J'ai appelé l'école ce matin. C'est fini. Il n'y a plus d'argent pour ces bêtises. La vie, ce n'est pas dessiner des jardins pour les oiseaux. La vie, c'est travailler dur. Tu iras faire des ménages, comme moi j'ai dû le faire, comme d'autres avant toi. Au moins, c'est un vrai travail. Tu ne seras jamais rien de plus qu'une femme de ménage. » Chaque mot était une gifle. Amélie regarda son père, implorant son aide du regard. Il replia son journal lentement, méthodiquement, évitant ses yeux. « Ta mère sait ce qui est le mieux, » murmura-t-il sans conviction, avant de se lever et de quitter la pièce. Bastien, lui, restait figé, le visage pâle, incapable de croiser son regard. La trahison était multiple, silencieuse, assourdissante. Les larmes montèrent, brûlantes, mais une étrange froideur s'empara d'Amélie. La douleur était si vive qu'elle se transforma en une sorte de calme tranchant. Elle se leva, son carnet de croquis glissant au sol sans qu'elle y prête attention. Elle fixa sa mère, non plus avec supplication, mais avec une intensité nouvelle, presque dérangeante. « Vous croyez me condamner à une petite vie ?» Sa voix était basse, mais elle portait dans le silence soudain absolu du salon, « mais vous venez de me libérer. » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Je ne serai jamais ce que votre peur projette sur moi. Jamais. » Son regard balaya la pièce, s'attardant une seconde sur Bastien qui détourna les yeux, puis revint sur sa mère. « Et quand je réussirai, car je réussirai, ce ne sera pas contre vous, mais malgré vous. Maintenant, sors de ma vie. » C'est bien ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas? Alors voilà, ne me cherchez plus. Je trouverai ma propre voie. Claudine resta bouche bée, la colère sur son visage remplacée par une incrédulité totale, peut-être même une pointe de panique devant cette fille qu'elle ne reconnaissait plus. Bastien semblait pétrifié. Le silence qui suivit les paroles d'Amélie était différent. Il n'était plus tendu, il était vide, sidéré. Sans un mot de plus, Amélie tourna les talons. Dans sa chambre, elle attrapa un sac à dos, y jetant quelques vêtements, ses carnets les plus précieux, son portefeuille contenant le peu d'argent qu'elle possédait. Chaque geste était mécanique, guidé par une détermination née du désespoir. Elle ne pleurait plus.
Quand elle repassa par le salon, personne n'avait bougé. Ils la regardèrent passer comme une étrangère. Elle ouvrit la porte d'entrée. L'air frais de la fin de journée lui fouetta le visage. Elle jeta un dernier regard en arrière, non pas vers sa famille, mais vers la porte qui se refermait sur son ancienne vie. Puis, elle se tourna et s'avança dans la rue, le cœur en miettes mais la tête étrangement légère, portant le poids immense et terrifiant de sa nouvelle liberté. Le chemin était inconnu, sombre, mais c'était le sien. Et elle le suivrait. Les premières semaines furent un brouillard froid et solitaire. Amélie avait trouvé refuge dans une chambre mansardée, à peine plus grande qu'un placard, sous les toits d'un vieil immeuble au loyer exorbitant pour ce qu'elle était. La lucarne offrait une vue sur un enchevêtrement de cheminées et d'antennes, un paysage gris qui reflétait souvent son état d'esprit. Les journées étaient longues, rythmées par le travail épuisant qu'elle avait déniché, faire le ménage dans des bureaux désertés, tard le soir. L'ironie était amère. Les mots de sa mère, femme de ménage, résonnaient parfois dans le silence des open spaces vides, tandis qu'elle passait l'aspirateur ou frottait des taches invisibles sous la lumière crue des néons. La fatigue s'accumulait, physique et morale, et le doute s'insinuait comme une moisissure tenace dans les coins de son esprit. Et si ma mère avait raison? Si je n'étais bonne qu'à ça? L'argent fondait comme neige au soleil. Certains soirs, le dîner se résumait à une tranche de pain sec et un verre d'eau. La tentation d'appeler Bastien, juste pour entendre une voix familière, était forte. Mais l'image de son silence complice dans le salon la retenait. Non. Elle avait dit qu'elle trouverait sa propre voie. Elle ne pouvait pas flancher si vite. Pour échapper à la solitude de sa chambre et à l'épuisement de son travail, Amélie s'était inscrite à un cours de dessin gratuit, le mardi soir, dans un centre communautaire un peu délabré. C'était son unique bouffée d'oxygène. Entourée d'autres aspirants artistes de tous âges, elle pouvait enfin laisser son esprit vagabonder, ses doigts retrouver le fusain, la seule richesse qu'elle s'autorisait. C'est là qu'elle le remarqua. Il était souvent installé dans un coin, absorbé par son carnet, ses cheveux bruns en désordre et ses doigts tachés d'encre. Il avait un regard intense, concentré, mais parfois, quand il levait les yeux, Amélie y décelait une lassitude familière. Un soir, en voulant attraper une gomme mie de pain sur la table commune, leurs mains s'effleurèrent. Un contact bref, électrique. Il leva les yeux vers elle, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Désolé, murmura-t-il, sa voix un peu rauque. « Non, c'est moi, pardon, répondit Amélie, sentant une chaleur inhabituelle monter à ses joues. Plus tard, alors qu'elle rangeait ses affaires, il s'approcha timidement. « J'aime beaucoup ce que vous faites, dit-il en désignant son dernier croquis, une esquisse rapide des toits vus de sa lucarne. Il y a quelque chose de vrai. Même dans la tristesse des cheminées. Amélie fut surprise par sa remarque. Il ne s'était pas contenté de regarder, il avait vu. Merci. Je m'appelle Amélie. Gaspard. Il lui tendit une main maculée de fusain, qu'elle serra avec un sourire timide. Ce fut le début de conversations fragmentées, échangées à voix basse pendant les pauses du cours, sur l'art, la difficulté de créer, les petits boulots qui paient les factures mais vident l'âme. L'autre refuge d'Amélie était une petite librairie d'occasion, le temps retrouvé, tenue par une dame âgée à l'allure sévère mais au regard pétillant, Madame Élodie. Amélie y passait des heures, les jours où elle ne travaillait pas, feuilletant de vieux ouvrages d'art et de design, cherchant l'inspiration à moindre coût. Madame Élodie l'observait souvent par-dessus ses lunettes en demi-lune, sans jamais la presser. Un après-midi pluvieux, alors qu'Amélie hésitait devant un livre sur l'architecture sociale, visiblement trop cher pour elle, la libraire s'approcha. « Celui-là est excellent, mais un peu théorique, » dit Madame Élodie de sa voix posée. « Si le design au service des gens vous intéresse vraiment, jetez un œil à ceci. » Elle sortit de derrière son comptoir un exemplaire usé d'une revue spécialisée des années 70, introuvable ailleurs. Des projets concrets, innovants pour l'époque. Vous pouvez le consulter ici tant que vous voulez. Ou l'emprunter, si vous me promettez de le couvrir. Amélie fut touchée par cette confiance inattendue. Ce petit geste, cette reconnaissance de son intérêt réel, valait plus que de l'argent. Madame Élodie devint une source discrète de conseils, lui signalant une conférence gratuite, lui prêtant un livre rare,
lui offrant parfois un thé chaud et 5 minutes de conversation qui lui réchauffaient le cœur. Malgré l'épuisement, Amélie s'accrochait. Les nuits, après le travail, elle ne dormait pas toujours. Penchée sur la petite table branlante de sa chambre, à la lumière faible d'une lampe de chevet, elle dessinait, elle écrivait. Elle suivait des tutoriels sur son téléphone à l'écran fissuré, apprenait les bases d'un logiciel de design grâce à une version d'essai. Elle envoyait des dizaines de mails pour proposer ses services bénévolement, juste pour acquérir de l'expérience, essuyant refus après refus. Chaque petit croquis terminé, chaque nouvelle compétence apprise était une victoire minuscule contre le désespoir, une graine semée dans un sol aride, avec l'espoir fou qu'elle finirait par germer. Elle survivait, oui, mais plus important encore, elle commençait, lentement, douloureusement, à semer les fondations de son avenir. L'espoir est une chose fragile. Amélie l'apprit à ses dépens un matin gris d'automne. Elle avait mis toutes ses économies et ses nuits blanches dans la préparation d'un dossier pour une bourse d'aide à la création, celle qui aurait pu lui permettre de souffler, de se consacrer enfin pleinement à ses études de design social qu'elle poursuivait en pointillé, en autodidacte acharné. La réponse arriva par email, laconique, impersonnelle. Nous regrettons de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue. Le coup fut rude. Elle resta assise sur sa chaise branlante, fixant l'écran, le souffle court. C'était comme si une porte se fermait violemment, la laissant dans le couloir froid de ses petits boulots. Pour ajouter à l'ironie cruelle, la semaine suivante, l'entreprise de nettoyage lui annonça la fin de son contrat, restriction budgétaire. La précarité revenait la hanter, plus menaçante que jamais. Le seul point lumineux dans cette grisaille était Gaspard. Leur complicité, née au milieu des fusains et des esquisses, s'était épanouie. Ils partageaient désormais plus que des pauses de cours, des cafés brûlants à 2 € dans des gobelets en carton, de longues marches le long des quais où ils refaisaient le monde, des visites silencieuses dans les salles moins fréquentées des musées gratuits. Ils l'écoutaient raconter ses refus, ses angoisses, sans jugement, juste avec une empathie tranquille qui lui réchauffait l'âme. Un soir, alors qu'elle lui confiait son désarroi après la perte de son travail, il prit sa main, simplement. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, un geste de soutien qui disait plus que tous les mots. « On va trouver une solution, Amélie, » dit-il doucement, son regard rencontrant le sien. « Tu as trop de talent, trop de rage pour abandonner. Moi aussi, je connais les refus, les portes closes. Ça fait mal, mais ça ne doit pas nous arrêter. » Il lui raconta ses propres déboires, les toiles invendues qui s'empilaient dans son minuscule atelier, les galeries qui ne répondaient même pas à ses emails. Cette vulnérabilité partagée créa entre eux un lien plus profond, une alliance tacite contre l'adversité. Ils étaient deux naufragés sur le même radeau, se donnant du courage pour continuer à ramer. Mais le passé n'est jamais loin. Un après-midi, alors qu'elle sortait de la librairie de Madame Élodie, elle tomba nez à nez avec son frère. Bastien semblait mal à l'aise, presque fuyant. « Amélie. Il faut que je te parle. » Son cœur se serra. Était-ce une mauvaise nouvelle? Une tentative de réconciliation? Qu'est-ce qu'il y a, Bastien? Il hésita, triturant la lanière de son sac à dos. C'est? Maman n'est pas bien. Elle s'inquiète. Et puis, tu sais, ce n'est pas facile à la maison depuis que tu es parti. Financièrement, c'est compliqué. Il leva enfin les yeux vers elle, et Amélie y eut un reproche muet. Je suis désolée si c'est difficile, Bastien, mais... Mais tu t'en fiches, c'est ça, l'interrompit-il, la voix soudain plus dure. Tu es partie jouer l'artiste maudite pendant que nous, on rame. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir avec tes dessins? Maman avait peut-être raison, finalement. Tu ferais mieux de trouver un vrai travail et d'arrêter de rêver. Les mots de Bastien la frappèrent avec la même violence que ceux de leur mère. Le fossé entre eux semblait infranchissable. Il ne voyait que l'abandon, l'égoïsme, incapable d'imaginer sa lutte quotidienne, sa solitude. Elle repartit le cœur lourd, la blessure ravivée. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se confiait à Madame Élodie, cette dernière l'écouta attentivement avant de déclarer « Les épreuves peuvent nous briser, ou elles peuvent devenir le terreau de quelque chose de nouveau. Vous avez un regard unique, Amélie, façonné par ce que vous vivez. Utilisez-le. » Elle lui tendit alors une brochure.
La mairie organise un petit concours, initiative citoyenne. Il cherche des micro-projets pour améliorer la vie de quartier. Pas beaucoup d'argent à la clé, mais une visibilité. Et le jury est présidé par Monsieur Isidore Martel. Le nom fit tilt. Isidore Martel était une sommité dans le monde du design social et de l'urbanisme, connu pour son exigence et son regard critique. C'était intimidant, mais l'idée fit son chemin. Un projet concret, à son échelle, pour répondre à un besoin réel. Cette nuit-là, Amélie ne dormit pas assise à sa table, elle laissa la colère et la frustration de sa conversation avec Bastien se transformer en énergie créatrice. Elle repensa à ce sentiment d'invisibilité, à ces espaces urbains délaissés qui semblaient métaphoriser sa propre situation. Son projet prit forme, créer des micro-jardins poétiques dans des recoins oubliés de la ville, un bout de trottoir abandonné, un mur aveugle en utilisant des matériaux de récupération et des plantes résistantes. Des petites touches de beauté et de vie là où on ne les attendait plus. Elle y mit tout son cœur, toutes ses compétences acquises dans la douleur et la persévérance. Elle déposa son dossier juste avant la date limite, le cœur battant. Qu'importe le résultat, elle avait transformé l'obstacle en action. Quelques semaines plus tard, un appel. Ce n'était pas Monsieur Martel lui-même, mais son assistante. Son projet avait retenu l'attention du jury. Il y avait des questions, des critiques sur la faisabilité, mais il n'était pas rejeté. Il était remarqué. Pour la première fois depuis longtemps, Amélie sentit une lueur, non plus fragile, mais déterminée. Elle avait trouvé une nouvelle direction, née des décombres de ses échecs. Et quelque part, dans l'ombre, le regard exigeant de Monsieur Isidore s'était posé sur elle. Le petit article dans le journal local était presque passé inaperçu, coincé entre une publicité pour un supermarché et les résultats sportifs du week-end. Mais pour Amélie, la photo de son micro-jardin poétique, quelques planches de bois de récupération débordant de capucines et d'herbes folles sur un bout de trottoir gris représentaient une victoire éclatante. Son projet, choisi parmi plusieurs autres initiatives citoyennes, avait reçu une petite subvention, plus important encore, l'approbation enthousiaste des habitants du quartier. Même Monsieur Isidore Martel, lors de la petite cérémonie de remise des prix, lui avait glissé un compliment laconique mais sincère sur l'intelligence sensible de son approche. Ce n'était pas encore la grande réussite, mais c'était une preuve tangible. Une preuve qu'elle n'était pas qu'une rêveuse, qu'elle pouvait créer du concret, du beau, malgré tout. Elle partagea la nouvelle avec Gaspard autour d'un chocolat chaud, dans leur café habituel. Ses yeux brillaient d'une fierté sincère pour elle. « Tu vois ? Je te l'avais dit, » sourit-il, sa main trouvant la sienne sur la table. « C'est juste le début, Amélie. » Ce soutien indéfectible était son ancre dans la tempête persistante de sa vie. Mais les nouvelles, même petites, voyagent vite dans une ville. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentrait de l'installation d'un nouveau micro-jardin, elle trouva Bastien qui l'attendait au bas de son immeuble. Il avait l'air différent de la dernière fois, plus pâle, les traits tirés, une nervosité palpable dans sa posture. « Il faut absolument que je te parle, Amélie, » dit-il d'une voix basse, presque suppliante. « Pas ici. On peut marcher ?» Intriguée et méfiante, elle accepta. Ils marchèrent en silence pendant plusieurs minutes, le long d'un canal où l'eau stagnante reflétait le ciel bas. Finalement, Bastien s'arrêta, incapable de la regarder en face. « Ce que je t'ai dit, l'autre fois. J'étais un idiot. Un lâche. » Il déglutit difficilement. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Sur maman. » « Sur, pourquoi elle a fait ça ?» Amélie sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. « Fait quoi ? Me mettre à la porte ? Me traiter comme une moins que rien ? Oui, mais, ce n'est pas juste de la méchanceté. C'est plus compliqué. » Il leva enfin des yeux tourmentés vers elle. Juste avant qu'elle te dise tout ça, elle avait découvert quelque chose. Papa, il avait joué. Beaucoup. Des dettes énormes, cachées depuis des mois. On risquait de tout perdre. La maison, tout. Maman était, hors d'elle. Paniquée. Amélie écoutait, pétrifiée, les bruits de la ville s'estompant autour d'elle. Bastien continua, la voix brisée. Je l'ai entendu pleurer la nuit.
J'ai entendu des bribes de conversation avec papa. Elle disait qu'elle ne pouvait pas te laisser sombrer avec nous. Qu'il fallait que tu te débrouilles seule, que tu deviennes forte tout de suite, avant que tout s'écroule. C'était sa façon tordue de te protéger, je crois. En te coupant de nous, du désastre qui arrivait. Elle pensait que si tu la détestais, si tu partais fâché, tu aurais plus de rage pour t'en sortir. Les mots horribles qu'elle t'a dit, c'était sa propre peur, sa propre panique qu'elle te jetait à la figure. Elle m'a fait jurer de ne rien te dire. Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Amélie. La colère froide qui l'avait soutenue pendant si longtemps se fissura, laissant place à un chaos d'émotions contradictoires. La cruauté de sa mère prenait un sens nouveau, monstrueux dans sa logique désespérée. Ce n'était pas seulement une mère qui rejetait sa fille, c'était une femme terrifiée, acculée, sacrifiant sa relation pour une illusion de protection. La manipulation était odieuse, le manque de confiance insultant, mais derrière, il y avait la silhouette pitoyable d'une femme dépassée par les événements, tentant maladroitement de sauver les meubles au prix de son propre cœur et de celui de sa fille. Une vague de nausée la submergea. Elle dut s'appuyer contre le parapet du canal. Elle ressentait une colère sourde contre ce père faible qui avait causé le désastre, contre cette mère qui avait choisi le silence et la cruauté plutôt que la vérité, contre ce frère qui s'était tu pendant si longtemps. Mais sous la colère, pointait une pitié douloureuse et confuse pour cette mère brisée par la peur. Elle a réussi, alors, murmura Amélie, la voix étranglée. Elle a réussi à me pousser assez loin pour que je ne coule pas avec vous. Mais à quel prix? Bastien ne répondit pas, baissant la tête, accablé par sa propre culpabilité. Amélie resta là, longtemps après le départ de son frère, regardant l'eau sombre du canal. La vérité n'avait pas allégé son fardeau, elle l'avait rendu plus complexe, plus lourd. Sa réussite récente lui parut soudain dérisoire, presque amère. Elle avait gagné une bataille, mais elle découvrait maintenant la vraie nature de la guerre qu'elle n'avait jamais su mener. La déflagration du premier jour venait de connaître une réplique sismique, et Amélie se sentait plus perdue que jamais, flottant dans les décombres d'une vérité éclatée. La route devant elle, qu'elle pensait commencer à éclaircir, était de nouveau plongée dans une brume épaisse et incertaine. Les mois qui suivirent la révélation de Bastien furent une période étrange pour Amélie. D'un côté, son projet de micro-jardin prenait de l'ampleur. La petite subvention lui avait permis d'acheter du matériel décent, et l'intérêt suscité lui avait ouvert les portes d'un stage à mi-temps dans une agence d'urbanisme solidaire, recommandée par un monsieur Isidore désormais plus accessible, presque mentor. Elle apprenait vite, absorbant chaque nouvelle connaissance, chaque défi avec une détermination décuplée. Elle avait même pu quitter sa chambre mansardée pour un petit studio, certes modeste, mais lumineux. Sa vie prenait forme, construite brique par sa propre volonté. Mais l'autre côté était plus sombre. La vérité sur les motivations de sa mère tournait en boucle dans son esprit. La colère s'était un peu apaisée, laissant place à un nœud complexe de tristesse, de ressentiment et d'une étrange compassion forcée. Elle savait qu'elle ne pourrait pas avancer sereinement sans affronter Claudine. Non pas pour obtenir des excuses qu'elle ne croyait plus possibles, mais pour clore ce chapitre douloureux selon ses propres termes, pour reprendre le contrôle de son histoire. Elle en parla à Gaspard un soir, alors qu'il partageait une pizza sur le sol de son nouveau studio, entouré de cartons encore à moitié déballés. « Je crois que je dois la voir, dit-elle simplement. Il posa sa part de pizza et la regarda attentivement. « Tu es sûr? Tu n'as rien à lui prouver, tu sais. »« Je sais, » répondit Amélie. « Ce n'est pas pour elle, c'est pour moi. J'ai besoin de lui dire ce que je sais, et comment j'ai vécu les choses. Pour pouvoir tourner la page. Vraiment. » Il hocha la tête, comprenant sa nécessité. « Alors vas-y. Mais promets-moi d'être prudente avec ton cœur. » Le dimanche suivant, Amélie se retrouva devant la porte de la maison de son enfance. Chaque détail, le paillasson usé, la peinture écaillée du volet ravivaient des souvenirs doux amers. Elle prit une grande inspiration et sonna. C'est Bastien qui ouvrit, l'air tendu. Un rapide regard échangé suffit. Il la laissa entrer et murmura, « Elle est dans la cuisine. »« Je vais vous laisser. » Claudine était assise à la table de la cuisine, une tasse de café refroidi devant elle. Elle semblait plus âgée,
les traits marqués par une fatigue chronique. Elle leva les yeux vers Amélie, surprise, une lueur de méfiance dans le regard. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» demanda-t-elle, la voix neutre, mais tendue. Amélie s'assit en face d'elle, posant calmement ses mains sur la table pour contenir leur léger tremblement. « Je suis venue parce que je sais. » Claudine fronça les sourcils. « Tu sais quoi ? Je sais pour les dettes. Pour la peur que vous aviez de tout perdre. Je sais pourquoi tu m'as dit ces choses horribles ce jour-là. » Le visage de Claudine se ferma instantanément. Une rougeur monta à ses joues. « Sébastien qui t'a raconté des histoires ? Ce petit traître. Comment osez-vous ? Il m'a dit la vérité, maman. Une vérité que tu as choisi de me cacher derrière la cruauté. Pourquoi ? Pourquoi ne pas m'avoir parlé ? M'avoir fait confiance ? La voix d'Amélie n'était pas accusatrice, mais teintée d'une profonde incompréhension. Claudine se leva d'un coup, faisant grincer sa chaise. Te faire confiance ? Mais tu étais une enfant. Une rêveuse. Qu'est-ce que tu aurais pu faire ? Pleurer ? Nous entraîner dans ta chute ? J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je t'ai forcé à te battre, à devenir indépendante. Et regarde, ça a marché, non ? Tu as l'air de t'en sortir. Sa justification était agressive, presque désespérée. Ça a marché ? Amélie se leva aussi, la voix montant d'un cran malgré elle. Oui, je m'en sors. Mais pas grâce à toi, maman. Malgré toi. Malgré la peur que tu as semée en moi, malgré le sentiment d'être une moins que rien que j'ai dû combattre chaque jour. Ta méthode était destructrice. Tu as failli me briser. Elle reprit son souffle, luttant pour retrouver son calme. Je comprends ta peur d'alors. Je ne peux pas l'excuser, mais je peux la voir. Mais ce que je ne pardonnerai pas, c'est le silence, le mépris. Un long silence pesa entre elles. Claudine détourna le regard, ses épaules s'affaissant légèrement. Elle ne pleura pas, mais quelque chose dans sa posture trahissait une fissure. C'était la panique, murmura-t-elle enfin, comme pour elle-même. Je ne voyais pas d'autre issue. Amélie remarqua alors une pile de courriers sur le buffet. Des enveloppes à en-tête menaçant. La lutte n'était visiblement pas terminée. Son ancienne promesse lui revint en mémoire, « Je ne reviendrai que lorsque vous aurez besoin de moi. » Elle sortit un papier de son sac. C'était une brochure d'une association d'aide aux personnes surendettées qu'elle avait trouvée lors de ses recherches pour un projet. Elle la posa sur la table, sans un mot de plus sur le sujet. Un geste pratique, distant. Une aide offerte, mais d'adulte à adulte, sans chaleur filiale forcée. « Je m'en vais maintenant, » dit Amélie. « Je voulais juste que tu saches que je sais. Et que je construis ma vie, ma vraie vie. Loin de tout ça. » Elle quitta la cuisine, puis la maison, sans se retourner. Dehors, l'air lui sembla plus léger. Ce n'était pas une réconciliation, loin de là. Mais une page avait été tournée. Une page douloureuse, mais nécessaire. Elle retrouva Gaspard qui l'attendait au coin de la rue, comme promis. Il ne posa pas de questions, lui prit juste la main. Ce soir-là, ils parlèrent de l'avenir, de son stage qui pourrait déboucher sur un emploi, de l'exposition à laquelle Gaspard avait enfin été accepté pour présenter quelques toiles, des défis qui les attendaient, ensemble. Le chemin était encore long et complexe, mais Amélie sentait pour la première fois qu'elle marchait sur un sol plus ferme, éclairé par sa propre lumière. 2 ans s'étaient écoulés. 2 années de travail acharné, de doutes persistants mais aussi de joie profonde et de victoires silencieuses. Amélie se tenait devant un petit groupe d'habitants du quartier et d'élus locaux, présentant avec une assurance tranquille les plans finaux pour la transformation d'un terrain vague en jardin partagé et aire de jeu intergénérationnel. Son agence, Espace Vivant, qu'elle avait cofondée avec 2 autres jeunes designers sociaux rencontrés lors de son stage, commençait à se faire un nom. Elle n'était pas riche, loin de là, mais elle vivait de sa passion, tissant du lien là où il n'y en avait pas, redonnant vie à des lieux oubliés. Son travail était sa réponse, sa plus belle revanche sur les mots qui avaient tenté de la définir et de la limiter. Elle avait transformé la femme de ménage en gardienne d'espace, en créatrice de beauté utile. Gaspard, lui aussi, avait trouvé sa voie. Ses toiles, sombres mais vibrantes d'une énergie brute,
attirait l'œil des critiques. Il avait exposé dans une galerie reconnue, et même s'il ne roulait pas sur l'or, il peignait avec une liberté nouvelle. Leur petit studio était devenu un véritable foyer, un havre de paix rempli de livres, de croquis, de toiles en cours et d'un amour solide, bâti sur les fondations de leur lutte commune et d'une admiration mutuelle. Ils étaient partenaires, dans la vie comme dans leurs aspirations. Les relations familiales restaient un paysage complexe, aux éclaircies timides. Amélie voyait sa mère de temps en temps, pour un café rapide dans un lieu neutre. Les conversations étaient souvent prudentes, naviguant en eau calme, évitant les zones de tempête du passé. La blessure était toujours là, une cicatrice fine mais indélébile, mais l'amertume avait laissé place à une sorte de distance respectueuse. Lors de leur dernière rencontre, Claudine avait parlé avec une gêne non dissimulée d'un cours de poterie qu'elle avait commencé à suivre à la maison de quartier. Juste pour m'occuper les mains, avait-elle marmonné en rougissant légèrement. Amélie n'avait pas commenté, mais un minuscule déclic s'était produit en elle. Ce n'était rien, une goutte d'eau, mais c'était peut-être le premier pas hésitant de sa mère vers quelque chose qui lui appartenait en propre, une minuscule graine semée à l'ombre de la résilience de sa fille. Avec Bastien, les liens s'étaient resserrés. Il était venu la voir lors de sa présentation, un sourire fier aux lèvres, et lui avait glissé maladroitement qu'il était content pour elle. Le chemin de la guérison était lent, mais il existait. Un soir, en rangeant de vieux papiers, Amélie retomba sur le tout premier carnet de croquis qu'elle avait emporté en quittant la maison. Elle le feuilleta, reconnaissant l'urgence et la passion brute dans ses dessins d'alors. Elle repensa à la jeune fille terrifiée et révoltée qu'elle avait été, debout sur le seuil, lançant ses mots comme des pierres. « Je ne serai jamais ce que votre peur projette sur moi. Je trouverai ma propre voie. » Elle avait tenu parole. Pas par défi orgueilleux, mais par instinct de survie, par nécessité de respirer. La peur de sa mère ne l'avait pas définie, elle l'avait involontairement propulsée. Plus tard dans la soirée, elle rejoignit Gaspard sur leur petit balcon qui donnait sur les toits de la ville. Les lumières scintillaient comme des promesses. Il passa un bras autour de ses épaules, et elle posa sa tête contre lui, dans un silence confortable. Il n'y avait pas besoin de grands discours. Ils regardaient ensemble vers l'avenir, non pas un avenir idéalisé sans nuages, mais un avenir réel, avec ses défis et ses incertitudes, qu'ils affronteraient côte à côte. Amélie inspira profondément l'air frais de la nuit. Elle avait trouvé sa place, défini son propre succès. Ce n'était pas une histoire de pardon facile ou de réconciliation hollywoodienne. C'était l'histoire d'une reconstruction patiente, d'une résilience forgée dans la douleur, et de la capacité à transformer les cicatrices en lignes de force. Elle avait regardé l'abîme, et au lieu d'y tomber, elle avait appris à construire des ponts. Sa vie était sa réponse la plus éloquente, un écho silencieux mais puissant aux mots qui avaient tenté de la briser. Et dans la quiétude de cet instant, sous le ciel étoilé, elle se sentait enfin libre, entière, prête pour le prochain chapitre, celui qu'elle écrirait elle-même, chaque jour. L'histoire d'Amélie nous rappelle une vérité essentielle, souvent douloureuse. Les mots qui blessent le plus profondément sont parfois ceux prononcés par les personnes qui devraient nous soutenir inconditionnellement. Les jugements hâtifs, les attentes brisées, les peurs que les autres projettent sur nous, tout cela peut laisser des cicatrices invisibles, mais tenaces. Mais regardez attentivement le parcours d'Amélie. Avez-vous vu comment ces mots, conçus pour la briser, sont devenus, malgré eux, le carburant de sa détermination? Comment le rejet est devenu, paradoxalement, sa libération? C'est là que réside la leçon la plus puissante, une leçon qui résonne bien au-delà de cette histoire. Votre valeur intrinsèque, cette lumière unique qui brille en vous, ne dépend jamais de l'approbation ou de la désapprobation des autres. Elle n'est pas définie par leurs critiques, leurs doutes ou même leurs intentions cachées. Non. Votre véritable valeur se mesure à votre capacité à vous relever après la chute, à transformer la douleur en force, à faire taire les murmures du découragement pour écouter la voix de votre propre cœur. Les autres peuvent essayer de tracer votre chemin, d'écrire les chapitres de votre vie selon leurs propres désirs ou leurs propres limites. Ils peuvent vous dire que vos rêves sont trop grands, vos ambitions irréalistes, votre place prédéfinie. Mais rappelez-vous toujours ceci, le stylo qui écrit votre destin est, et restera toujours, entre vos mains. Comme Amélie a su faire éclore la beauté dans les recoins oubliés, comme elle a transformé une malédiction murmurée en une vocation pleine de sens,
puisez dans vos propres épreuves la force de définir qui vous êtes. Ne laissez personne dicter votre valeur. Osez être l'architecte de votre propre bonheur, l'artiste de votre propre vie. Votre existence est une toile unique. Chaque choix, chaque acte de courage, chaque pas en avant malgré la peur, ajoute une couleur vibrante à votre chef-d'œuvre personnel. Alors, quelle histoire choisirez-vous de raconter? Quelle vérité ferez-vous résonner? Votre vie est votre message le plus puissant. Faites en sorte qu'il soit inoubliable.